Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire qu'elle était difficile à refuser puisque c'est quand même un événement formidable que de recevoir Maurice Godelier ce soir pour plusieurs raisons. Déjà pour le parcours qu'est le sien, hein, et là je vais en dire quelques mots par la suite, mais aussi parce que la publication de ce livre que je tiens entre les mains fait office un peu d'avant-première. Puisque ce livre ne sera effectivement en vente que le 8 juin. Voilà. Donc ça a été un peu... il y a eu un petit peu de suspense et un petit peu tendu, mais on l'a reçu aujourd'hui à 13h en provenance directe de l'imprimeur. Voilà. Alors je disais que nous recevons ce soir un auteur de toute première importance, au parcours intellectuel hors du commun, celui d'un anthropologue connu et admiré dans le monde entier. Alors, vous avez d'abord été étudiant en philosophie, reçu à l'agrégation à l'Université catholique de Lille, où vous faites la connaissance de Michel Foucault. Puis, vous étudiez la sociologie, la psychologie, la littérature à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Intéressé par l'économie et notamment les questions de développement au tiers-monde, vous travaillez un temps auprès de Fernand Braudel, dont l'approche globale vous intéresse. Inlassable, explorateur des savoirs et des manières d'appréhender le monde, vous vous tournez vers l'anthropologie et devenez maître assistant de Claude Lévi-Strauss, qui vous conseille de choisir la Nouvelle-Guinée comme terrain. En 1967, vous faites la connaissance des Barouillas, collectif découvert en 1951, et on peut dire que les Barouillas vont un peu changer votre vie. Voilà ce que vous disiez à l'époque. Enfin non, ça vous l'avez dit plus tard, mais ça se rapporte à la sensation que vous avez eue au moment où vous les avez rencontrés. Je ne connaissais pas les Barouillas, ils m'ont fasciné. En plus, ils faisaient de la monnaie. Moi qui m'intéressais à l'économie primitive, j'apprends sur place que c'étaient les fabricants d'une monnaie de sel. Ils étaient aussi de bons guerriers, ils avaient un peu résisté aux Blancs. Tout ça me plaisait beaucoup. En plus, ils vivaient dans des villages de 200-250 personnes. Or, je voulais faire venir ma femme et mes 2 enfants. Voilà un beau projet que de vivre comme anthropologue et en famille dans le collectif que vous avez étudié. À partir de là, vous partagez votre temps entre vos voyages et séjours d'études, le HESS, des travaux aussi conduits en 1981 aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, et la direction scientifique du Musée de l'Homme. Vous recevez une très méritée... Le musée du Quai Branly. Musée du Quai Branly, mais le Musée de l'Homme avant. Ou alors j'ai lu une notice biographique faussée. C'est pas grave. Ouais, vous avez fait tellement de choses. Vous recevez donc une très méritée médaille d'or du CNRS en 2001 pour l'ensemble de votre œuvre. Alors, il y a une trentaine de travaux et d'ouvrages, parmi lesquels, alors j'ai fait une petite extraction quand même, mais bon, j'en ai retenu quand même quelques-uns. Ouais. La production des grands hommes, pouvoir et domination masculine chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée, chez Fayard. Les métamorphoses de la parenté, également chez Fayard. Au fondement des sociétés humaines, ce que nous apprend l'anthropologie chez Albin Michel en 2007, communauté, société, culture, 3 clés pour comprendre les identités en conflit au CNRS, Lévi-Strauss, votre biographie critique au Seuil en 2013, La mort et ses au-delà, également au CNRS en 2014, Suivre Jésus et faire du business, une petite société tribale dans la mondialisation chez Thierry Marchès, et le livre qui va nous occuper ce soir, Quand l'Occident s'empare du monde, publié donc en avant-première. Voilà. Alors, en fait, j'ai un petit effet, la suite arrive plus tard. Ouais. Désolé. Alors, on va dire quand même quelques mots du projet de ce livre. En tout cas, moi, la lecture que j'en ai fait. Je ne vais pas dire grand-chose, mais je vais essayer de dire l'essentiel. Ouais. C'est ce que je me suis dit en le rédigeant. Entre la fin du XVe et notre XXIe siècle, une civilisation a eu une incidence sur toutes les autres à une échelle inédite. Résumons 5 siècles d'expansion occidentale, de domination coloniale des Européens sur un nombre considérable d'États et de sociétés. Dans quel but ? S'enrichir, gagner en puissance, remporter des victoires dans cette compétition qui a vu s'affronter quelques petits pays très avides de gloire.
Ce n'était pas forcément une grande nouveauté. Depuis la plus haute Antiquité, on envahit ses voisins, on tente de s'accaparer leurs terres, leurs biens, et on réduit des populations en esclavage. Mais l'échelle et la durée de cet accaparement sont inédits et se distinguent par la brutalité de la domination, avec comme alibi faire sortir de l'obscurantisme en christianisant et en faisant œuvre de civilisation. Dans cet intervalle, les Européens inventent et consolident le capitalisme, d'abord d'usure et marchand, puis industriel et financier. Modèle largement dominant, un temps challengé par le mode de production socialiste, mais on sait tous comment l'histoire s'est finie, même si ça n'est pas vraiment la fin de l'histoire en tant que flux, comme pourrait le faire croire une lecture littérale du célèbre titre de Francis Fukuyama. Au fil de ces 5 siècles, l'Occident s'est autoproclamé miroir et mesure de l'humanité. Et puis c'est tout ? Bien sûr que non, c'est bien plus compliqué que ça, et il fallait un grand récit comme celui-ci, mené tambour battant par un homme dont l'esprit s'est aiguisé sur la meule du vaste monde pour rendre compte des tours et détours de cette histoire globale. La question qui sous-tend cette histoire est cruciale et passionnante. Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ? Alors, si vous le voulez bien, Maurice, parlons de la genèse de ce projet colossal. Et peut-être qu'un titre cité plus haut peut nous aider à comprendre quand, pourquoi et comment est né ce livre, Suivre Jésus et faire du business. C'est pas mal. Oui. Ah, bon, écoute, t'as bien bossé. Il a fait une petite erreur. Ah oui. J'ai été, quand j'étais petit, Parlez au bien collège Notre-Dame de Grâce de Cambrai, donc je suis béni de grâce. Mais l'agrégation de philo, je l'ai passé comme tout le monde à Paris, vous comprenez bien. Bon. Écoute, c'est bien gentil tout ce que tu as dit, là, c'est très bien. Alors, je vais vous raconter un peu tout ça. C'est une affaire de 3 ans et demi de boulot. Hein. Bon, j'étais déjà à la retraite depuis... Là, j'ai 89 ans, donc j'étais à la retraite à 69 ans, vous voyez, pas à 64 ans, hein, c'est 69 ans. Et donc, vous êtes un privilégié, vous. Hein. Je suis donc un privilégié parce que j'ai travaillé plus qu'il fallait, mais passons là-dessus. En fait, au départ, moi j'ai été fasciné par la philo, et oui c'est vrai, c'est Foucault qui m'a fait venir à H4, etc. Donc dans ma jeunesse, j'étais avec des grands, quoi. C'était pas... À la fin de la grève de philo, quand le jury m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur, surtout pas de philo, monsieur le président, surtout pas. Parce que je ne veux pas passer ma vie à philosopher comme les autres sur les philosophes. Philosopher sur les philosophes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était à l'époque féodale, donc qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Godelier? J'ai dit, écoutez, j'aime les mathématiques, mais je ne suis pas vraiment bon, quoi. La biologie beaucoup, mais je viens de me marier, donc ça va durer des mois, encore des années pour être médecin. Pour des raisons politiques, j'aimerais faire de l'économie. Bon, bah, très bien, on vous donne une année d'école normale pour vous cultiver. Bon, c'était une autre époque, hein, c'est pas... Alors, je vais au Centre d'études et de programmation économique du général de Gaulle. C'est-à-dire, c'était le centre pour le commissariat au plan. Donc des petits jeunes comme moi, avec des polytechniciens, tout ça, on faisait des modèles mathématiques. Économie planifiée, socialiste, centralisée, économie décentralisée, capitaliste, de marché. Ça m'a fait chier, c'était pas possible. Non, mais c'est vrai, quoi. On faisait des modèles mathématiques, on faisait comme aujourd'hui les profs d'économie, on injectait une nouvelle variation, une variable, on faisait une équation différente. Bon, en plus, j'étais pas bon par rapport aux polytechniciens. Alors, j'ai cherché, hein, qu'est-ce que je pourrais faire quand même sur l'économie. En plus, j'étais engagé politiquement pour mieux que vous compreniez. Hein. Bon. Et donc, qu'est-ce que je pouvais faire qui continue l'analyse de l'économie, mais pas par des modèles mathématiques formels, quoi.
Alors là, je découvre, j'étais pas anthropologue, hein, je découvre l'existence de l'anthropologie économique existant aux États-Unis et en Angleterre. À l'époque, en France, il y avait Meyasu, un anthropologue qui était à Chicago, mais il n'y avait personne d'autre. Les circonstances ont fait, mes enfants, que je me suis retrouvé, en effet, maître de conf de Brodel. Brodel me disait dans son séminaire, mon petit Maurice, tout à l'heure tu résumeras un peu ce qu'on a dit. Oh, ça faisait chier, c'était pas possible. Mais enfin, il était sympa, quoi. Et finalement, il m'a viré. Il m'a viré, mais bon, parce que, enfin, pour des raisons. C'était amusant parce qu'il me donnait, par exemple, le livre de Sartre en disant écoute, critique de la raison dialectique, lis-moi ce bouquin, il y a 50 pages qui parlent de moi, mais j'y comprends rien. Donc, la semaine d'après, j'arrivais, je lui faisais un petit résumé. Enfin, vous voyez un petit peu le monde académique dans ses hauteurs, non? Et dans ses profondeurs, non? Non. Le résultat, c'est qu'il n'était pas content avec moi. Et j'apprends que Lévi-Strauss me veut. Vous étiez très demandé à l'époque. Ouais, hein. Tout le monde parle de vous. Hein. Ouais. Mais écoutez, c'est vrai, c'est vrai. J'étais beau, mais c'est pas pour ça. Non, c'est pas parce que j'avais écrit 3 articles. Les philosophes aiment les abstractions. Maintenant, je suis pas philosophe. C'est fini là. Passer ma vie sur le concept de liberté, ça n'a rien à foutre. Vraiment, c'est pas ça. Mais ce qui était... J'avais lu Le Capital. Alors, vous vous rendez compte, le Capital, ça fait 9 mois à peu près. Et j'étais presque seul à l'époque, même Althusser ne l'avait pas lu. Et alors, à cause de la notion de structure et de système, j'avais donc cherché tous les textes de Marx qui parlaient de structure et de système capitaliste, puisque c'était, dès le 19e siècle, une façon de penser un nouveau système, quoi. Et donc j'avais envoyé un papier à Lévi-Strauss, système et structure dans Karl Marx, dans le Capital. Et il m'avait dit une lettre bien gentille, merci pour votre texte. Moi-même, quand j'ai fait mes études, j'avais lu le Capital et écrit un texte là-dessus. Bon, tant bien. Ce qui fait que quand Brodel m'a viré, Lévi-Strauss m'a récupéré. Bon, c'est bien. Alors, je prépare une mission, parce que nous, on doit aller sur le terrain. Hein. Je vais d'abord 1 an au Mali, c'est important, c'est là que je commence ma vie. Hein. Au Mali, après l'indépendance. C'était le RDA, le Rassemblement démocratique africain. C'était Modibo Keïta, Madera Keïta. À l'époque, ils étaient tournés plutôt vers les URSS. Hein. Ils sortaient du capitalisme occidental, bref, passons. J'ai passé 1 an là. Il y avait un ministre du plan, il y avait des jeeps du plan, il n'y avait pas de plan. J'ai passé 1 an à me promener avec des copains africains. Et je reviens, je dis à Lévi-Strauss, j'ai passé 1 an au Mali, mais mon objet n'existait pas. Donc, alors, je rencontre Alfred Métro, avec lequel j'étais copain. Il me dit, vous êtes jeune, j'ai 60 ans, est-ce que vous voulez reprendre mon premier terrain en Amazonie ou en Amérique du Sud? Je dis, ok, je parle espagnol à peu près, ok. On prépare 4 mois, le dernier mercredi, je me souviens, il dit, tout était prêt, les gars. On se sourit, ça va, vous allez partir? Je dis, oui, si c'est possible, j'ai ma femme, qui est prof d'espagnol, tout va bien. Et il se suicide après mon départ. Donc je pars à 4 heures, il se tue dans la vallée de Port-Royal. À l'enterrement, à Bagneux, cimetière de Bagneux, là, je suis avec Lévi-Strauss. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je suis un peu... Alors là, vous voyez, le paradis,
le paradis pour l'anthropologie à l'ancienne, c'est maintenant la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, je dis, ok, why not, pourquoi pas, etc. Je regarde des bouquins, les types m'emmerdaient un peu les photos, c'était pas marrant. Mais je découvre que les systèmes de parenté sont compliqués, et moi j'aime bien les choses compliquées pour les comprendre. Donc je dis, bon, ben, on va partir en Nouvelle-Guinée. D'abord, je vais aux États-Unis, comme on fait, je rencontre des copains, Marshall Salins et l'autre, et les Américains me font une petite liste. Vous voyez le métier. Écoute, là, si tu vas là, 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 on n'a pas été là, 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 là c'est à côté d'une autre, on ne sait pas cette tribu ce que c'est, si tu veux, bon, voilà, paf, petite liste. Je pars en Nouvelle-Guinée. Pour aller en Nouvelle-Guinée, je pars en Australie. On me met je vais dans un grand laboratoire de linguistique qui servait d'abord aux Américains pour apprendre toutes les langues d'Océanie. Et j'apprends en un mois à peu près ce qu'on appelle le pidgin mélanésien qui sert à parler partout, quoi. Alors, rappelez ce que c'est qu'un pidgin pour ceux qui ne sauraient pas. Tispelaman, Pesvelovem, Emine, Woodpela. Vous avez compris, non? Bon, ça fait rien. Mais bon, c'est facile pour nous, les Français, parce qu'on a beaucoup de voyelles dans la bouche et tout, c'est pas trop dur. Les Anglais ont plus de mal que moi à parler un bon pidgin. Passons là-dessus. Donc, j'arrive, je suis mal vu, très mal vu par mes collègues. Comment un Français, le général de Gaulle vient de virer les Américains de toutes les bases américaines en France, bande de salauds de Français, vous n'êtes pas reconnaissant à ceux qui vous libèrent et tout, putain, bon, passons. Et finalement, je pars en brousse et je découvre par hasard les Barouillas qui n'étaient pas sur ma liste. Ils n'étaient pas sur ma liste. Et ils venaient d'être contrôlés. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Moi, j'ai vécu toutes les étapes. Ils venaient d'être contrôlés par l'administration, par les Européens, par les Blancs, les Australiens. Et donc, quand je suis arrivé, la moitié de la tribu dans une vallée était encore armée et l'autre moitié était désarmée. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les Blancs, quand on arrive, les gars? On instaure la paix, n'est-ce pas? On interdit aux gens de faire la guerre. Nous, on peut la faire, mais pas eux, attention. Hein. Il y avait un missionnaire, là, qui était sympa comme tout, qui avait commencé à apprendre la langue. Et donc, au bout de 4 ans, il avait converti une personne. Oui, il était, bon. Au bout de 10 ans, il est toujours une personne. Moi, je suis resté longtemps. Je suis resté longtemps là-bas. 3 ans d'abord, et beaucoup d'années ensuite. Et si vous voulez, quand je suis parti, ça va vous faire comprendre tout de suite pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Entre-temps, ça faisait beaucoup d'années, eh bien, l'économie de marché était arrivée. Les Blancs, les compagnies avaient distribué des plants de café gratuitement. Donc, plantez du café, mais vendez-le après à nous. Et avec l'argent, vous achèterez ce qu'on va vous vendre. Vous avez compris? Paf, paf. OK, retour. Bah. Quand je pars, quelques jours avant, c'est une mutation qui s'est prolongée après mon départ, puisque j'ai des anthropologues jeunes qui sont partis après moi, donc je sais ce qui se passe jusque maintenant. Donc, 3 jours avant, 4 jours avant, il y a un groupe de femmes, d'hommes qui viennent. Maurice, est-ce que tu peux écrire notre nom? Sur des cahiers, nous, on ne sait pas écrire. Ben, je dis, OK, why not? Hein? Je dis, pourquoi vous voulez faire ça? Ben, parce que il y a des pasteurs qui vont venir probablement, et nous, on veut se faire baptiser. Le gars qui
était à la tête du groupe. C'est un type qui avait été travaillé en plantation. Donc il connaissait le monde des Blancs et tout. Hein. Donc je dis à une fille, comment tu peux t'appeler, toi? Mary. Et toi? Simon. Et toi? Je ne sais plus, pas Peter. Ok. Dans la Bible, ils avaient déjà avalé, les gars, Nouveau Testament. Alors je leur dis, mais dites-moi, vous comprenez que si toi, Guataillé, tu t'appelles Pierre, du clan que je connais, mais si toi, du clan des Andavakia, tu t'appelles Pierre, il y a confusion. Puisque chacun vous avez chacun des noms de clans. Ça fait rien, Maurice, ça fait rien. Je dis, mais pourquoi vous voulez faire ça? Il dit, pour être moderne, le type me répond, en pidgin. Donc je dis, alors dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'être moderne? Et le type, c'est encore mieux qu'un prof de Sorbonne, hein, les gars. Mais c'est simple, Maurice. Être moderne, c'est suivre Jésus et faire du business. Et putain, le type, il était dans la montagne à 2000 mètres. Il n'était pas à la Sorbonne. Et il te donne la règle du jeu. Bon, attendez, le christianisme de mes copains, c'est un bon christianisme. Parce qu'ils sont divisés en 5 églises américaines. Mais ils ne croient pas au péché. Alors, un christianisme sans péché, c'est cool. C'est cool. Ils passent d'une église à l'autre en permanence. Parce que pour eux, Dieu, c'est ce qui doit assurer la bonne chasse, la bonne récolte. Mais ils n'ont pas encore avalé le coup du péché. Vous voyez, c'est pas mal. Bon, passons là-dessus. Donc, en fait, ils sont rentrés dans le système en morceaux et en profondeur. Mais ils restent barouillards. Mais ils sont citoyens, il y a 700 tribus en Nouvelle-Guinée. 700 tribus, les enfants. Hein? Ils restent toujours membres de leur tribu. Ils ont des kalachnikovs qui viennent de Chine. Il faut voir la merde. Hein? Ils ont des portables qui commencent à arriver. Ils regardent quoi? Des pornos. Des hommes, les femmes, non. Donc je peux vous faire un petit compte-rendu de ce que c'est que civiliser des sauvages, n'est-ce pas? Bon. Et donc voilà un peu, quand j'ai pris... alors il y a 3-4 ans, il y a 4 ans, on m'a demandé de faire un grand truc dans le monde, et par hasard j'ai intitulé « Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser ?» Ça m'a valu des emails, quoi, de... Védrine et d'autres en disant c'est comme ça qu'il faut parler de la réalité. Donc la géopolitique, ça se fait avec les pieds, mes enfants, sur le terrain pendant des années. Alors voilà, donc voilà, se moderniser. Alors moi j'ai vu ce que c'était que se moderniser, les gars. Ils sont christianisés, comme je l'ai dit. Ils ont maintenant des machettes, ils n'ont pas d'outils. J'ai vu des outils de pierre. C'était vraiment de la transition. Hein. Le néolithique s'est fermé devant moi, vraiment. Et j'ai vu toutes les étapes pendant 20 ans, quoi. Ils ne sont pas devenus des blancs pour ça. Ils ont renoncé au cannibalisme, parce que quand même, ils étaient cannibales. Hein, mes copains, ils mangeaient les voisins un peu. Etc. Alors le fond de la salle me demande que... De faire plus ouais, fort. Voilà. C'est-à-dire, j'aime pas beaucoup... Asseyez-vous par terre, les enfants. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que... C'est la fac de Vincennes. Bon, venez. Alors, pour moi, se moderniser, écoutez bien, c'est pour un État. Entreprendre et imposer des réformes profondes, toujours dans le but d'accroître la prospérité et la puissance de la société que l'État gouverne. Et tout succès dans les réformes impose l'élimination des institutions, des manières de faire et de penser qui font obstacle aux réformes. Vous avez compris? Bon.
Donc, se moderniser, c'est là que j'ai commencé à travailler après pendant des années de maintenant, en lisant systématiquement le travail des historiens, parce qu'ils ont fait du bon boulot, sur l'Irak, sur l'Iran, sur l'Indonésie qui n'existait pas, ça n'existe pas, sur les colonies qui n'existaient pas, mais qui sont devenues des colonies, tout ça. Donc je me suis avalé beaucoup de choses. Et j'ai découvert, très simple, se moderniser, ce n'est pas un phénomène moderne. Ce n'est pas du tout un phénomène. Au VIe siècle après Jésus-Christ, je regarde le Japon. Le Japon introduit la riziculture, la sériculture, l'écriture, l'État chinois. Ils se sont modernisés et j'ai regardé, on m'a expliqué les mots d'ordre de l'époque, c'est, écoutez bien, faire que le Japon se change sans perdre son âme. Sans perdre son âme. C'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui son identité profonde. Et c'est vrai que les Japonais, ils ne sont pas devenus chinois. Ils ont créé, avec tout ce qu'ils absorbaient, une nouvelle civilisation, la leur, jusqu'à maintenant. Donc, et d'ailleurs, ils n'ont pas été colonisés non plus. Non, voilà. Bon, après, qu'est-ce qui se passe? 1868 et avant, 1844, la Chine est devenue une semi-colonie avec les guerres de l'opium. Les Japonais sont terrifiés. Arrivent 4 vaisseaux américains, les vaisseaux noirs, qui demandent au shogun d'ouvrir de force les ports pour le commerce américain. Vous avez compris? Il arrive pour forcer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Le shogun, il y a l'empereur qui fait des rituels, mais c'est le shogun qui dirige, qui gouverne politiquement. Les grands clans japonais se divisent en 2 groupes. Est-ce qu'on continue à fermer notre pays aux barbares, parce que nous sommes des barbares pour les orientaux, hein? Nous sommes les barbares. Est-ce qu'on ferme comme on a fait le Japon aux barbares, puisqu'il n'y avait qu'une seule nation acceptée, c'était les Hollandais sur une petite île pour le commerce. Les prêtres catholiques avaient été tués. Pas de christianisation. Alors, est-ce qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on s'ouvre à l'Occident? Et donc, ils sont ouverts à l'Occident. Aussitôt, les Français, les Anglais et tout ça sont venus pour ouvrir les portes de commerce. Et qu'est-ce qui s'est passé? La révolution de Meiji. Et le premier gouvernement de Meiji, la moitié des ministres viennent 2 ans en Amérique, en France, en Allemagne, pour prendre tout ce qu'il y a de meilleur, disent-ils, chez les Européens, pour faire aussi bien, si ce n'est mieux. Vous avez des Toyota? Bon. 1905, premier pays au monde à couler la flotte du tsar. Premier pays au monde non occidental qui coule la flotte du tsar et qui écrase les troupes russes à Mukden. Qu'est-ce qui se passe? Sun Yat-sen se trouve en Angleterre, qui va devenir le premier président de la Chine. Hein? Sun Yat-sen. Quand il revient d'Angleterre, on le prend pour un Japonais à Port Saïd. Il est élevé en triomphe par les dockers comme la résistance à l'Occident. Et il y a un petit gars qui s'appelle Mao Tse-tung, un petit gars là. Hein? Il est dans son école avec un instituteur qui connaissait le Japon et qui, le jour de la nouvelle de la défaite des Russes, a fait défiler Mao Tse-tung et toute l'école autour de l'école en chantant une chanson en l'honneur du Japon. Voilà. Vous comprenez? Enfin, vous allez comprendre pourquoi maintenant on a des groupes de sociétés qui sont contre nous quand même, qui attendent qu'on soit par terre. Notez que même en Europe, il y a déjà une dissolution de notre identité qui est assez profonde. Donc on a des ennemis de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Bon, passons. Donc, ce n'est pas une question moderne. C'est une question, à chaque fois, quand il y a... Alors, je vous donne le plus bel exemple peut-être.
il y a un type qui s'appelle Pierre le Grand. Pierre le Grand. Hein? Pierre le Grand, à l'époque, à Moscou, les étrangers, les commerçants étrangers sont dans un quartier à l'extérieur de Moscou. Pierre le Grand, jeune, passe son temps avec les mecs allemands, hongrois, anglais, hollandais. Bon, c'était un baiseur et un buveur de première classe, mais passons là-dessus. Ça prouve le dynamisme intérieur du personnage. Bon, passons. Et donc, il décide de moderniser la Russie. Il a tout de suite l'opposition du clergé entier, orthodoxe, refus. L'âme slave va être touchée. Les boyards, toute aristocratie. Il décide d'un premier voyage en Hollande, en Angleterre. Et Louis XIV refuse de le recevoir comme représentant d'une nation barbare. Vous vous rendez compte? Représentant d'une nation barbare. Il apprend les métiers de tout, enfin le bois, l'acier, etc. Il revient. Et il essaie d'introduire tout ça. Il fait des réformes. Opposition profonde. Il repart une deuxième fois en Europe. Cette fois, Louis XV le reçoit. Hein? Voilà. Et quand il revient, son fils Alexis est à la tête d'une opposition frontale avec le clergé orthodoxe et avec les boyards. Et le fils s'enfuit, Alexis. Il s'enfuit, se réfugie en Autriche, dans l'Empire d'Autriche. Le père, M. Pierre le Grand, lui envoie une délégation. Reviens, mon fils, tout est pardonné. Dès qu'il est revenu, tribunal. Et il a fait tuer son fils. Il a fait tuer son fils Alexis, il n'y avait plus de descendants. Mal. Après, on est passé à Catherine de Russie. Donc, vous voyez ce que ça voulait dire, que moderniser, c'était s'occidentaliser, et s'occidentaliser, c'était pas acceptable. C'était pas acceptable. C'était accepté par ceux qui le voulaient. Mais c'est jamais le peuple qui veut se moderniser, mes enfants. C'est toujours des élites. Atatürk et tout ça, c'est des élites. Les gens, mec, ils vivent dans leur vie. On leur dit d'avoir le chemin de fer. C'est eux qui le font, d'ailleurs, le chemin de fer. Non? Vous comprenez? Ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, ce que je vous dis. C'est à plusieurs fois dans l'histoire, la Rome antique a été un exemple pour nous, les Gaulois, quand même. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'était quelque chose qu'on voulait copier, mais parfois. Vous comprenez, ce n'est pas d'aujourd'hui ce processus, c'est un processus profond de l'histoire humaine. Il y a des peuples qui, à un moment, apparaissent aux autres comme des modèles à imiter ou à rejeter. À rejeter. La plupart des peuples musulmans ne s'intéressent pas à nous copier. Ils ont des résistances profondes. Donc notre modèle, c'est soit à imiter par les élites, pas forcément accepté par le peuple, par les peuples. Vous comprenez? Mais il y a quand même une période qui va jeter un trouble et qui va, d'une certaine manière, confirmer le processus tout en le rendant plus complexe et peut-être moins perceptible. C'est la période de la colonisation des États européens et du reste du monde. Nous sommes ici. Hein. Il y a eu deux grandes périodes. Deux périodes par lesquelles l'Occident domine le monde. La mainmise sur le monde par l'Occident a été, à la fin du XIXe siècle, telle que 45% des terres émergées étaient sous contrôle des Européens et 32% de la population. Ce qui est énorme. Mais alors, qu'est-ce que c'est que coloniser, mes enfants? Alors, je me suis donné une définition. Hein. Alors, coloniser, je vous donnerai après le nom des colonisateurs parce qu'il y a deux grandes époques. Coloniser, c'est découvrir un territoire avant les autres, c'est l'envahir, c'est le soumettre, c'est le gouverner ensuite, soit directement, en écartant ceux qui gouvernaient, ou
en exigeant l'obéissance et la coopération des pouvoirs qui déjà gouvernaient cette région. Et finalement, c'est exploiter les ressources d'un territoire et la main-d'œuvre de ce territoire au profit des colonisateurs. Je m'excuse. Je vais vous donner un exemple. J'ai regardé le Congo français. Hein? On a fait un chemin de fer de 100 km pour exporter des produits utiles à la France, hein? pas pour les mecs locaux. Sur 60 000 employés, il y en a eu 19 000 qui sont morts. OK? Pendant ce temps-là, on faisait des écoles pour les enfants. Et Jules Ferry, partisan de la laïcité, il avait demandé que dans les colonies, ce soit des missionnaires. Et donc, il y a eu des centaines d'écoles missionnaires pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient le français. Ils apprenaient que leurs dieux n'étaient pas les vrais dieux. Et pourquoi on apprenait le français? Pour créer les élites qui permettaient de coloniser avec les colonisateurs la colonie. Tous les mecs qui apprennent le français, qui vont ensuite venir à Paris, etc., qui seront les premiers à lutter contre nous, mes enfants. Hein? C'est toujours l'élite que nous avons formée qui est la première à nous retourner nos principes. Liberté, égalité, fraternité, pour vous, mais pour nous, ça. Vous comprenez? Voilà. Alors, il y a eu, et je vais aller vite parce que sinon on ne va pas y arriver, deux grands moments. Le premier moment, c'est 15e, fin 18e. C'est les colonisations du monde. Attention. Les types qui commandent, c'est les Portugais. Mais pourquoi les Portugais? Pourquoi les Portugais vont se faire chier à contourner l'Afrique? Parce que l'arrivée du commerce à partir de la Chine et de l'Orient est bloquée par les Turcs, parce que ça arrive habituellement en Égypte à partir de... Donc on va contourner l'Afrique pour pouvoir arriver nous-mêmes aux épices. Bon, très bien, ils sont très bons les gars, ils y arrivent. Les Espagnols, pas contents du tout. Les Portugais sont les premiers. Alors il y a un type qui s'appelle Christophe Colomb, qui est génois d'ailleurs, et qui dit il y a une autre route je vais découvrir une autre route. Il est rejeté par le roi de Portugal. Vous êtes un con, vos chiffres, vos calculs sont faux. Blanche de Castille et les Espagnols disent ok, faites. Et ce con, il découvre l'Amérique. Amérique, c'est quoi? Amérique, c'est le nom de qui? C'est pas. Il dit des Indes occidentales. Les Indes, parce qu'il n'a pas trouvé les Indes orientales, il appelle les Indes occidentales. Donc tous les mecs deviennent des Indiens. Les Indiens, c'est quoi ça? Vous comprenez qu'on met des noms aussi sur les gens. Le mot Amérique, ça vient de America, je ne sais plus quel géographe italien qui refait Vespucci, qui refait les cartes et il met Amérique sur le continent. Donc les mecs s'appellent Américains. Donc vous voyez la prise. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais c'est quoi la Côte d'Ivoire? C'est quoi? Tout ça, c'est nous qui avons donné des noms. L'Indonésie, ça n'existe pas. Il y avait 1000 îles différentes. C'est les Hollandais qui ont créé l'Indonésie. Bon, donc, on a modelé le monde, les enfants. Et donc, la première époque, c'est Portugal, Espagne, ensuite les Hollandais. Ensuite arrivent les copains, c'est-à-dire anglais et français. Et là, on avait déjà bien taillé le morceau. Hein. C'était pas mal. Mais n'oubliez pas que toute cette découpe du monde se fait entre des gens qui se combattent, les Français, les Anglais, qui se pillent, qui prennent on a perdu la France, toute notre premier empire. On a perdu le Canada. On a perdu l'Inde. Complètement. Louis XV, le connard, va faire la guerre et il est battu par les Anglais et les Prussiens et il perd son empire colonial. Il a fallu
que les Français durement recommencent un petit empire colonial, le deuxième du monde, bien sûr, avec l'Indochine, l'Algérie, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, etc. Mais ça, c'est du tardif. Quand on arrive au XIXe siècle, c'est le deuxième fondement de la puissance occidentale. Avant, c'est le grand commerce colonial. Hein. Avant, c'est le capitalisme marchand. Depuis l'Antiquité, il y a des marchands. Capitalisme financier, faire du pognon avec du pognon, c'est vraiment vieux. Hein. C'est vieux, tout ça. Et c'est le trafic d'esclaves. 14 millions hein, d'Africains. Attention, hein, 14 millions d'Africains. On dit qu'il y a 16 millions d'Africains qui sont partis dans le monde musulman depuis notre camarade le prophète Mahomet. Hein. L'esclavage n'a pas été inventé par les Occidentaux. Hein. C'est un vieux truc de l'Antiquité qui n'avait jamais été condamné même par le christianisme. Hein. Jamais été condamné officiellement. Bon. Donc, passons là-dessus. Première époque, c'est le commerce international. Et le commerce international devient tel, l'Amérique, les Antilles, etc., que les Anglais inventent des machines. Vous vous rendez compte? Première machine d'Angleterre, fin du XVIIIe siècle. Et de la machine, ça donne l'industrie. Et quand vous avez l'industrie, vous avez le capitalisme industriel. Mais vous avez la force militaire. C'est-à-dire, au XIXe siècle, si vous regardez l'association de la science et de l'industrie, vous avez découverte du gaz, pétrole, électricité, énergie nucléaire à la fin avec les petits copains de Einstein, etc. Vous avez le bateau à vapeur, l'avion, l'automobile, la bicyclette, etc., etc. Le monde moderne vit sur la base du capitalisme industriel et les Arabes n'avaient pas encore de frigidaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez dans le monde, le minimum de confort, c'est quand même un peu ce que nous avons produit au XIXe siècle. Alors, capitalisme industriel égale exploitation féroce de la classe ouvrière, mes enfants. Hein? Travail, combien? Il a fallu 40 ans pour arrêter le travail des enfants. Le limiter à 10 heures, je veux dire. Le travail des enfants, etc. Donc, on en a chié, les Occidentaux, pour produire la richesse de l'Occident. Il ne faut pas nous dire que nous, on n'a fait qu'être colonisateurs. On était colonisés. Moi, mes parents viennent du Nord. Je suis à Ch'timi, hein, profond, moi. Donc, je sais d'où je viens. Les mines, les corons et tout ça. Hein. Et quand on descendait en mine, on mourait. Donc, il ne faut pas nous raconter que c'est seulement l'Occident qui a été exploité. L'Occident a su exploiter les Occidentaux, quand même, non? Donc, le capitalisme industriel, c'est créer la puissance et la richesse. Bon, et crée aussi l'opposition. Et c'est là que vous allez voir maintenant quelque chose que l'Occident produit contre lui-même. Votre micro, Maurice. Pardon, je m'excuse, je m'excite un peu là. Voilà. C'est la guerre 14. La guerre 14, c'est le produit. Il faut partir du XIXe siècle avec nos copains les Allemands. Le petit royaume de Prusse devient l'Empire allemand. L'Empire allemand devient première puissance européenne, avant l'Angleterre, derrière les États-Unis. Et prépare la guerre, n'est-ce pas? Prépare la guerre. Et on voit au XIXe siècle, à la fin, l'Allemagne créer des colonies terribles, l'Afrique du Sud, le Namibie, etc. En Océanie, là où j'étais, etc. Le nord de la Nouvelle-Guinée s'appelait Neuguinea, c'est-à-dire en allemand. La Nouvelle-Guinée allemande, tandis que là où j'étais, c'était British Papua, la Papouasie des Britanniques. Passons là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que dans la concurrence féroce entre Anglais, Français, etc., la guerre est déclarée. Elle n'est pas déclarée avec les Chinois, hein. Elle est déclarée entre nous. On n'a pas arrêté de se battre, mes enfants, jamais. Bon.
Et on n'a pas arrêté de se renforcer, de s'enrichir. Hein. Pas nous, pas moi, mais beaucoup. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses contre nous. La révolution bolchevique, improbable. Ils n'étaient pas majoritaires, ils étaient minoritaires de la minorité. Et ils ont su faire une révolution et prendre le pouvoir. Ok? Alors, contre la démocratie, le communisme, contre la démocratie bourgeoise et contre le capitalisme. Paf! Eux, c'est radical, n'est-ce pas? Mais ça vient de l'Occident. Quand j'entends République populaire de Chine, je me marre, je dis la République. C'est quoi? C'était dans la tradition chinoise? République populaire, ça vient de où, ça? République islamique d'Iran, mais je rigole. J'ai lu le Coran. Je n'ai pas trouvé la République, là, je m'excuse. Bon, passons là-dessus. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement les frigidaires qui prennent, c'est les institutions aussi. Les institutions, la République d'Erdogan, par exemple, non? Bon, passons là-dessus. Non, mais c'est vrai, quoi. Parlement, il y avait des parlements. Partis. Il y a des sociétés où il n'y a plus qu'un parti, donc c'est des démocraties un peu rétrécies, vous voyez. Mais d'un autre côté, ils ne se prétendent pas démocrates. Ils le rejettent de façon assez ferme. Là, je suis encore en 1914. Tandis que toi... je vais trop vite, moi. Il va vite dans l'histoire, lui. Alors, le deuxième truc, ça a été... La deuxième critique de l'Occident, c'est le fascisme. C'est après la guerre 14, Mussolini le premier. Les fascismes. Ensuite, Hitler. Ensuite, un copain vient les rejoindre, s'appelle Japon. L'axe nazi, fasciste, Japon. Donc, l'Occident produit contre lui-même, non pas la rupture avec le capitalisme. Si vous prenez l'Allemagne nazie, c'est Schneider, c'est Krupp, c'est Volkswagen, c'est tout le monde. Tout le monde sont derrière pour créer une économie de guerre puissante, la plus puissante. Et l'espace vital pour l'Allemagne, race supérieure, n'oubliez pas. Hein. Développement à partir de... Je connais le premier groupe allemand où malheureusement j'ai retrouvé Max Weber et d'autres que j'ai beaucoup... qui montrent la supériorité de la race allemande au XIXe siècle. C'est vrai qu'ils étaient les premiers en industrie, premiers dans les sciences même. Et après tout, Einstein est allemand, non? Bon, 1905, 25 ans, il fait la révolution de la physique. Donc là, on garde le capitalisme, les gars, mais on n'aime pas la démocratie, monsieur Hitler. Le résultat, eh ben, on va arriver maintenant... Les Russes, pendant la guerre, font un effort industriel incroyable. Au début, ils sont baisés complètement. Ils démontent leur industrie, ils le portent sur l'Oural jusqu'en Sibérie, et il y a un développement industriel de la guerre qui favorise la Russie. Donc, à la fin de la guerre, qu'est-ce qu'il y a? À la fin de la guerre, certains d'entre... Moi, j'ai vécu, hein, je suis né en 1934, je suis allé souvent dans la cave, les enfants. Hein. Souvent. Il y avait eu 600 maisons de Cambrai qui ont brûlé dans les bombardements. Passons là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? L'URSS et les États-Unis se trouvent face à face. N'est-ce pas? Face à face. Parce que l'URSS a fait un travail formidable pendant la guerre, mais c'est devenu une puissance industrielle. Et elle a fait un empire soviétique. La moitié de l'Europe devient, écoutez-moi, magnifique, un paradis. Ça s'appelle les démocraties populaires. Alors, je vous assure, démocratie surpopulaire même. La démocratie surpopulaire. Ou surdémocratie populaire. Ou surdémocratie, tout ce que vous voulez en sur. Donc une merde de domination réelle. Moi, je suis allé en Tchécoslovaquie, tout ça. Quand j'étais jeune, j'étais pro-communiste.
Et donc j'ai quitté le Parti communiste, je le dis tout de suite, à l'invasion de Tchécoslovaquie. Je ne pouvais plus supporter, ce n'était pas possible. Bon. Un pays socialiste, moi j'étais comme beaucoup, hein. Foucault était communiste, Jean-Pierre Vernement était communiste, moi-même, enfin bref, à l'école normale, la moitié était. Après, on a dû changer un peu. Hein. Bon. Alors, regardez ce qui se passe. 1945, Empire soviétique, les guerres chaudes et froides. Et à ce moment-là, la décolonisation. Donc l'Occident se décolonise dans le sang ou dans la négociation. Le sang, Vietnam, pour nous les Français, guerre d'Algérie, mais les Anglais ont fait pas mal de trucs aussi. Hein. Tout n'a pas réussi. Et le merdier qu'ils ont créé en partant en 1947 de l'Inde et la division entre Pakistan, 1 million de morts dans le transfert de population. Donc, hein, moi j'ai compté les morts. Hein. J'ai compté les morts, par exemple, de la Hollande qui conquiert les 1000 îles pour faire l'Indonésie. Ça se termine en 1912, dans la dernière. Il y a 10 000 morts dans cette île à la fin. Donc il ne faut pas comprendre. La colonisation, c'est nous, mais c'est aussi des routes de sang. C'est le pouvoir quand même. Et puis les gars qui apprennent le hollandais ou l'anglais ou le français, et ben après ils se retournent contre nous, c'est normal, quoi. Bon, c'est normal. Alors donc c'était mieux. Je compte maintenant. 1945, 1991, le 24 décembre au soir, Gorbatchev annonce la fin. Bon, alors, commencez à 1917 et 1991, 74 ans, ok? Prenez les démocraties populaires, 1945, 1991, 46 ans. Prenez la Chine qui était devenue communiste en 1949, le 1er octobre. Alors, vous commencez 1949, et vous prenez maintenant Deng Xiaoping qui liquide le mode de production socialiste. Ça fait 29 ans. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, le mode de production socialiste qui dure 74 ans, 46 et 29, c'est qu'il n'avait pas les racines pour durer. Oui, mais le résultat, c'est que Gorbatchev parti, on a M. Poutine qui arrive, c'est l'autocratie qui recommence, et Deng Xiaoping décrète le capitalisme comme mode de développement du communisme. Et le capitalisme comme mode de développement du communisme, et paraît-il que, enfin passons sur cette merde idéologique, quoi. Reste donc la dictature du Parti communiste de Xi Jinping. Voilà. Et donc maintenant, alors je termine maintenant. Dans la joie, vous allez voir, les gars. Dans la joie. Vous avez bien vu qu'on a, quand même, les Occidentaux, on a eu la main mise sur le monde, quand même, non? Vous avez compris, non? Pas moi, non, peut-être pas vous non plus, mais enfin... D'ailleurs, Bordeaux, tout ça, c'est des belles villes. Hein, c'est pas tous ceux qui ont fait trafic d'esclaves et tout. Le Havre aussi, c'était pas mal autrefois. Bon, passons. Mais écoutez, là, aujourd'hui, on se retrouve avec 4 groupes de sociétés qui sont contre nous. Parce que, à partir du moment où la Chine, avec son courage pour travailler, etc., son absence de... Il n'y a pas de syndicat en Chine. Hein. Il n'y a pas de retraite à 64 ans ou tout ça. Il n'y a pas de syndicat, tout ça. Hein. Ça bosse là-bas. Hein. Et bon, ça bosse comme on ne voudrait pas. Mais ils sont devenus la 2e puissance du monde. Et Poutine a passé 20 ans à accumuler une armée, la 2e du monde, paraît-il. Vous avez vu la merde dans laquelle il est, mais quand même, combien de milliards
Il avait, en 2019, pris l'engagement d'investir 600 milliards dans l'armée déjà. Il aurait pu faire mieux pour son peuple. Hein. Par ailleurs, écoutez, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que la Russie est la dernière puissance coloniale. On l'oublie. On l'oublie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des Russes à Vladivostok, en face du Japon. Il n'y a pas de raison que ce soit des Bouriates qui se tuent, les Bouriates, des Évinques et tout ça, de Sibérie, qui soient en Ukraine. C'est un pays colonial. Colonial. Et qui se balade actuellement en Afrique en disant lutter contre vos anciennes puissances coloniales. Mais quoi, c'est de la merde tout ça. C'est de l'idéologie quand même. Personne, à la télévision, j'ai entendu un type qui n'est pas con, un gars du Figaro, là. Bon, il a 60 ans à peu près, quoi. Moi j'ai 89, toi. Et qui dit, mais alors à LCI, que j'écoute tous les soirs parce que j'aime bien la traduction du russe, il disait, mais la Russie n'a jamais, la Russie de Poutine n'est pas une puissance coloniale. Mais comment ils pensent les géopoliticiens quand même? C'est pas vrai, quoi, c'est pas possible. Alors donc on est là, écoute bien maintenant. On a quatre groupes de sociétés qui sont contre nous pour un nouvel ordre mondial, c'est évident. Nos anciennes colonies. Le pire, c'est quand même, moi j'étais en Afrique après l'arrivée de Modibo, tout ça, il y a une néocolonisation qui se fait par les Russes et par d'autres. Les gars, ils leur font les aéroports, ils leur font les routes. Un jour, il faudra rembourser. Et rembourser quand on ne peut pas rembourser, on a quelques impositions politiques à ce moment-là, non? À un moment, non? Bon, passons. Je pense tristement qu'une partie de l'Afrique est en train d'être néocolonisée par les Chinois, par les Russes et d'autres. Pas par nous, on est jetés là. Bon, passons. Et donc, vous savez qu'il y a 500 milliards par an qui sont donnés en aide à l'Afrique. Je ne veux pas être méchant, mais 300 milliards se retrouvent en Suisse. Vous voyez, un petit détour là. Passons là-dessus. Alors, ça c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est évidemment notre copain Poutine, autocrate, et c'est Xi Jinping, ça c'est sûr. Le troisième bloc, eh bien, j'ai beaucoup travaillé dans les pays musulmans, et c'est très compliqué pour les musulmans, l'accord avec l'Occident. Ils ont été très, très profondément brutalisés. C'est pour ça que parmi les pays musulmans, il y a deux groupes qui sont très intéressants. La Turquie d'Atatürk. Il a créé la Turquie, ça n'existait pas, c'était l'Empire ottoman. Hein, c'est bon. Il a probablement couvert, en tout cas fermé les yeux sur le massacre des Arméniens, etc. Hein. Bon, passons là-dessus aussi. Mais il a imposé la scolarité pour les filles. Il a imposé aux hommes de s'habiller à l'occidental. Regardez aujourd'hui, Erdogan, Xi Jinping, ils sont tous en pingouin avec des cravates et tout, là. Non, mais c'est étonnant quand même. Ils sont tous à l'européenne avec des montres et tout. Là. Bon, passons. Ils devraient les jeter. Tout ça, c'est des signes de l'Occident, c'est dégueulasse. Ben, passons. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a brutalisé son peuple. Il a brutalisé. Parmi les lectures que j'ai faites des textes d'Atatürk, il y avait une déclaration que j'ai demandé à des Turcs si c'est vrai qu'il a pu dire ça. Bon, à la fin de sa vie, il baisait beaucoup, il buvait beaucoup, bon, ça arrive. Et il a déclaré que le Coran, c'était quand même le discours d'un ivrogne qui se sentait inspiré par l'ange Gabriel. Putain, c'est pas très honorable de dire ça quand même.
Alors j'ai demandé à des copains turcs tous si c'est vrai, il paraît que c'est vrai, donc bon, mais il avait fait beaucoup pour son peuple. Il avait fait beaucoup, bien. Bon. Je pense après son copain s'appelait qui? C'est pour toi là. C'est le Reza Pahlavi. Reza Pahlavi et son fils Mohamed Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, un sergent qui est devenu général des Cosaques. Car les Cosaques, auprès du Shah, c'était des Russes, en Iran, qu'on appelait la Perse d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est Reza qui a demandé que ce soit l'Iran, hein, le papa. Bon, le type, il était copain d'Atatürk, j'ai regardé. Il est venu en Turquie. Il a dit, on va changer le régime. Il était plutôt pour faire comme Atatürk. Mais le clergé chiite lui a dit, si on vire le Shah, tu seras Shah. Oui. Si on me disait, si on vire le président de la République, tu seras roi d'Angleterre, peut-être je serais séduit. Bon, enfin bref, il est devenu Shah. La réforme blanche, c'était création d'aéroports, création de l'université. Il a arrêté, je pense, comme Atatürk, il n'a pas voulu dévoiler les femmes. Il les a dévoilées. Atatürk s'était arrêté, il n'a pas dévoilé les femmes. Et Reza Pahlavi a été plus loin. Bon, en même temps, c'était quoi? Je pense pour son fils après. Hein. À la fin de la guerre, Reza Pahlavi était pro-allemand quand même. Hein. Les Russes et les Américains lui demandaient constamment le passage de l'armée et de l'armement pour pour les Russes. Ils refusaient. Bon, qu'est-ce qu'ont fait les Américains et les Russes soviétiques? Ils ont dit, ben, écoute mon petit gars, on t'envahit. OK? Une armée du Sud, une armée du Nord. OK? Et même une création d'une mini-république socialiste par les socialistes, en passant là-dessus. Le type allait être viré quand la troupe anglaise arrivait dans Téhéran. Et le Premier ministre de l'époque lui a dit, on va à la Chambre et tu te fais proclamer Shah. 8 heures après arrivaient les chars britanniques. Les Britanniques voulaient revenir à l'ancienne dynastie. Les Russes ont dit non. Et donc on le garde, le gars, parce qu'on est en guerre, on a autre chose à foutre. Il est resté. Et il est devenu quand même au début l'agent des Américains. Pourquoi? Parce que les Américains ont investi en Grèce, en Turquie et en Iran tout le sud de l'URSS. Et l'armée iranienne est devenue la 4e armée du monde, par les Américains. La corruption, semble-t-il, hein, de Mohamed Reza a été énorme, plus la SAVAK, c'est-à-dire l'armée secrète, enfin la police secrète. Bon. Donc le clergé chiite a réussi à capturer l'opposition. En plus, la réforme blanche a chassé des centaines de milliers de paysans dans des villes. Les paysans ont écouté les chiites. Bon, et donc le résultat, vous le connaissez, c'est Khomeini qui arrive. Mais j'ai retrouvé les papiers, je dis ça pour toi parce que mon copain Digar, il a été longtemps là-bas en Iran. Il a publié là-dessus. J'ai retrouvé des papiers intéressants. Avant que Khomeini n'arrive, il y a eu à la Guadeloupe, avec notre ami Giscard d'Estaing, Schröder, non, c'était pas Schröder, James Sullivan, le premier ministre d'Angleterre, et Jimmy Carter, une réunion en Guadeloupe. Parce que après l'OPEP, vous vous rappelez le problème de l'OPEP,
le Shah s'enrichissait. Et les Américains lui ont dit, mais tu es en train de foutre en l'air l'économie occidentale, quand même, ça monte les prix et tout. Lui, il était très arrogant, il a demandé une deuxième augmentation. Et en plus, il y a eu une lettre dans laquelle il a dit vous avez invité mon ministre de l'Intérieur à Washington sans m'avertir, peut-être vous préparez un coup d'État. Et là, il a dit, mais vous savez, je suis voisin d'un grand pays, c'est-à-dire l'URSS. Bon, les Américains ont décidé de virer, quoi. Bon, la réunion s'est faite en Guadeloupe. Les Français et les Anglais ne voulaient pas que le Shah soit viré. Ils disaient, mais il est con, il nous emmerde, mais au moins il est là, quoi. Et l'autre a dit, écoutez, la réponse est très intéressante de Jimmy Carter, qui était un bon gentil baptiste américain, n'est-ce pas, un bon chrétien. Il dit, ça fait rien, on va virer ce curé, enfin, vous voyez ce que je voulais dire, parce que tous les généraux de l'armée ont été formés aux États-Unis. Tous les généraux sont... Donc on laisse venir ce type, et après on le vire avec un coup d'État des généraux formés aux États-Unis. Vous comprenez? Voilà, l'Amérique a une triple tâche, mes enfants. Sachez bien tous les jours, quand vous pensez aux États-Unis, d'abord, servir ses propres intérêts. C'est normal, non? On ne va pas les empêcher. Deuxièmement, être à la tête de l'Occident. Heureusement, parce qu'on serait dans la merde. Troisièmement, défendre la démocratie. Quand il y a Pinochet, la CIA intervient, comme elle a été intervenue en Iran et tout. Donc, le troisième objectif de la défense de la démocratie peut changer, vous comprenez? C'est un peu comme ça, non? Bon, vous avez bien compris. Donc, on est obligé d'être derrière les États-Unis plutôt que d'être derrière Poutine. J'aimerais pas être là-bas. Et donc, tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin, c'est qu'ils décident. Et alors, j'apprends par des papiers, peut-être tu le sais, qu'à Neuf-le-Château, où était Khomeini, c'était la CIA qui avait acheté le terrain. Bon. Et donc, Giscard a laissé partir Khomeini dans un Boeing français, non, je ne sais pas quoi, 1 million de gens qui l'accueillent, fabuleux. Un an plus tard, 10 000 morts. Khomeini a tué tous les islamo-gauchistes, toute la bourgeoisie libérale. Le Parti communiste a été le dernier, le Toudé, à être liquidé. Mais 1 an après, c'était fini. C'était la domination d'une théocratie, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire. En même temps, c'est un peuple remarquable. Hein. L'Iran, c'est le premier pays qui, après cette guerre contre le tsar, avait décrété une constitution en 1906, avant Atatürk. Et en plus, il y avait énormément de jeunes qui avaient été envoyés aux États-Unis, qui parlent anglais et tout. Donc, on est dans ce monde-là, mes enfants. On est dans ce monde-là. Les anciennes colonies, bon, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui va se passer? Les pays ex-communistes, je ne parle pas de Cuba, qui est un peu minoritaire, et le Vietnam est anti-chinois, mais passons là-dessus. Hein. Les communistes vietnamiens, j'ai été au Vietnam, leur grand ennemi, c'était Mao Tse-tung. Donc, passons là-dessus. Donc, c'est compliqué. Après, il y a le bloc de pays, des pays islamiques qui ont cette profondeur de foi que le prophète leur a donné la vérité entière. Que nous, les chrétiens ou les juifs, on n'a que des vérités partielles. Que le prophète n'était pas Dieu, comme Jésus qui se prétendait Dieu et fils de Dieu. Alors, il se marre, le prophète se marre là. Mais ils se réclament tous d'Abraham et tout. Donc il y a quelque chose qui a été...
Et quand j'ai regardé les textes, et que c'est la fin du IIe siècle, il y a eu deux façons dans ces pays qui étaient tous des colonies. Hein, parce qu'après la guerre 14, on coupe l'Empire ottoman en deux, hein, en trois, en morceaux. L'Égypte pour les Anglais, le Liban pour les Français, la Syrie pour les Français, l'Iran pour les Anglais et l'Irak quand même. Ils sont démerdés là. Et l'Arabie saoudite, je ne vous raconte pas le coup du wahhabisme. Le wahhabisme, c'est quoi? Au début, c'est un type, Mohamed Ben Wahhab, qui, en 1742, est rejeté de sa tribu en Arabie saoudite parce qu'il est fondamentaliste pour l'époque. Il dit à la Mecque, ils sont plus des vrais musulmans. Il faut les repurifier. Bon, paf. Et donc, il fait rencontre, Mohamed Ben Wahhab, avec l'ancêtre des Saouds, Mohamed Ben Saoud, qui est le cheikh d'une petite ville, enfin, à l'intérieur de l'Arabie, et ils font l'accord. Tu me donnes ton épée et moi je t'apporte Dieu. Ben, c'est bien, l'alliance de l'épée, vous connaissez, et du goupillon, ça marche. Donc ils ont conquis la Mecque, etc. Ils ont été éliminés au XIXe siècle. Au XXe, c'est reparti. Donc, si vous voulez, cette idée que le combat contre la chrétienté est toujours présent quand même. Mais bon, il y a beaucoup d'intérêts aussi qui sont là. Et ce n'est pas seulement des luttes religieuses. Mais c'est quand même la brutalité d'Atatürk et celle a fait que on a Erdogan, quoi. Vous comprenez? On a, voilà. Et donc il reste, c'est un peu. Alors maintenant, j'ajoute une chose. Le capitalisme s'est mondialisé, hein, et le déclic, c'est les Twin Towers, hein, les Twin Towers 2000. Un gars comme ça qui s'appelle, comment s'appelait hein, qui nous envoie, qui tue 3000 personnes à New York, c'est une catastrophe nationale et tout ça, Ben Laden, mais il y a tout un réseau derrière. Il n'a pas pu faire ça tout seul, quand même. C'est pas partout. Il y a des riches musulmans qui ont payé. Les talibans ont été soutenus, même par l'Arabie saoudite contre les Occidentaux, quoi, tout ça. C'est troué, les gars. C'est troué, aussi bien. Bon. Et donc, c'est là le déclic, quoi. C'est là le déclic. On peut abattre militairement l'Occident. Alors, les Américains ont magnifiquement réussi la guerre en Afghanistan, non, je pense. Non, magnifique réussite, non? Ensuite, ils ont voulu faire la grande démocratie du Moyen-Orient. Ah, superbe réussite en Irak. Donc, ils ne sont pas bons, les gars. Ils sont forts, mais ils ne sont pas bons, quoi. Il doit manquer quelque chose dans le rapport avec les population. Je ne dis pas que les Français étaient bons, hein, en Algérie et tout, hein, mais je dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc on est là. Avec, en plus, donc, le capitalisme étant mondialisé, on a la chance d'avoir des t-shirts à 3 €. Oui, mais moi je suis du Nord. Tout le Nord est désertique. Front National, on était tous communistes, les ouvriers, tout ça. Ils votent tous Front National. Alors donc, on est pourri de l'intérieur aussi. On est en train de pourrir, les gars, quelque part. Il y a les ennemis de l'extérieur, mais il y a des ennemis de l'intérieur qui ne voient pas ce que c'est que de vivre en démocratie, qui aiment bien les hommes forts, les autocrates, je ne sais pas quoi, là. Ce n'est pas la faute des immigrés si on n'est pas la première puissance, quand même. Arrête. Regardez les Allemands, 1 million de Syriens, et on redémarre l'économie. Bon, c'est passons là-dessus. Donc vous voyez un peu ce que je voulais vous dire. C'est ça pour moi. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, le titre originel, c'était « La mainmise de l'Occident sur le reste du monde. Peut-on se moderniser ?» etc. Mon éditrice, qui est quelque part là, cachée,
elle m'a proposé ce titre qui est plus simple, moins prof peut-être, ça fait moins prof. Quand l'Occident s'empare du monde. Alors j'ai ajouté, donc peut-on alors, vous comprenez le alors? Peut-on alors se moderniser, Xi Jinping, Erdogan, enfin je m'adresse à tous, sans s'occidentaliser? Bon. Seulement, moi j'ai vécu dans beaucoup de pays. Je suis parti aussi au Pérou après l'arrivée du général Velasco qui avait fait la révolution, passant là-dessus. On peut s'occidentaliser beaucoup sans jamais devenir occidental. Et beaucoup de politiciens, ils ont peur devant des gens. Ils s'occidentalisent. Mais un Japonais n'est pas devenu occidental. Et quand ils se sont sinisés, ils ne sont pas devenus des Chinois. Donc, en fait, politiquement, en termes de géopolitique, le problème, c'est comment les peuples peuvent définir des lignes rouges, s'occidentaliser jusqu'à un certain point. Alors, regardez la révolution de Meiji, écoutez bien les lignes rouges qu'avaient fait ceux qui s'occidentalisaient à fond. Premièrement, on ne touche pas à l'empereur. Deuxièmement, pas de christianisme, les gars, le shintoïsme. Hein? Et on ne touche pas. Ben, aujourd'hui, c'est comme ça. La religion d'État, c'est le shintoïsme, avec le bouddhisme, etc., en complément. Mais le bouddhisme était venu de Chine. Ce n'est pas une invention non plus de... Comme nous, le christianisme, ça s'est diffusé. Bon. Donc, les Chinois et les Japonais ont tiré des lignes rouges pour garder leur identité. Et si on fait le con avec l'identité, on reçoit le backlash, mes enfants. Hein? Si on ne sait pas ce que c'est qu'on doit faire avec les gens, ce qui les touche et qu'ils ne vont pas franchir. Bon, je ne vais pas donner de leçons aux politiques, hein, c'est pas mon boulot. En revanche... J'espère qu'ils vont lire le bouquin. Quand même. Ouais. Bon, je crois que... Vous avez vu le panorama un peu? Vous êtes arrivé tout seul à la conclusion. C'est bien, c'est bien. Ça m'a drôlement facilité le travail, puisque j'ai regardé la liste des questions qui s'évanouissaient les unes après les autres. Maurice, là-dessus, vous êtes vraiment le meilleur. Non, mais c'est vrai qu'on reste quand même sur cette part de réponse à la question que vous posez et qui, évidemment, ne peut avoir de réponse définitive. C'est vrai que le processus d'occidentalisation et les apports de l'Occident, les emprunts à l'Occident, peut-être, plus justement, pourrons-nous dire, ne conduisent pas ces sociétés à devenir occidentales. Et c'est peut-être là une leçon qu'on devrait retenir. En tout cas, nous, il me semble que nous sommes à même de l'entendre. Ça serait plus intéressant que les politiques la considèrent pour essayer d'infléchir. Ouais, il y en a, on ne sait pas trop, en fait, en réalité, d'essayer de pouvoir trouver des troisièmes voies diplomatiques qui nous permettent d'avancer plutôt vers la paix que vers la guerre. En tout cas, merci beaucoup, Maurice. Quand j'écoute la télé, je suis atterré. Ah bah, faut pas avoir de télé, Maurice. Non, pourquoi? Je n'entends jamais le mot capitalisme. La faute de l'État, et l'État, c'est la faute de Macron. J'en ai rien à foutre d'une analyse comme ça, mais c'est pas possible. Parce que c'est quand même le capitalisme mondialisé grâce aux communistes. Si la Russie communiste n'avait pas disparu et la Chine communiste, le capitalisme ne serait pas mondial quand même. Il est devenu mondial. Donc, qu'on ne vienne pas me raconter que demain, d'un coup de main, d'un coup de révolution, on va supprimer le capitalisme. Pendant le Covid, on n'avait pas de machin parce que ça venait de Chine. Donc, c'est ça le monde moderne. Ça va être dur de recomposer aussi l'économie moderne, parce que peut-être mon pantalon, il vient en coton de là-bas. Je n'en sais rien, moi. Il faut regarder les étiquettes maintenant. Bon. Donc, tu vois, c'est pas bon. Il faut lire les étiquettes, après, Maurice. Que tout vienne de l'État, ça m'intéresse plus, même en tant que sociologue. Enfin, je suis anthropologue, sociologue, quand même. C'est pas possible qu'on puisse expliquer par une seule cause.
Et donc on sera confronté à une transformation du capitalisme, mais pas forcément à sa disparition. C'est ça que je veux dire. Et si on n'a pas l'État pour agir sur le capitalisme et le freiner, on ne va pas y arriver non plus. Hein. Bon, donc moi, après, on va s'y employer, et puis surtout, on va continuer de lire pour se nourrir, se cultiver, et puis forger des outils. Vous voyez ce que je vais vous dire en conclusion? Eh ben, moi, j'étais jeune communiste, idéaliste. Évidemment, quand vous avez été catholique pendant votre jeunesse, vous pouvez être un communiste idéaliste, vous avez compris? Quand vous êtes un communiste sur une base catholique, vous êtes parfait. Vous êtes parfait, quoi. Vous pensez à changer le monde, hein? Parfait. Pas à sauver les péchés, mais à sauver le monde. Okay. Et quand j'ai vu ensuite la faillite de la social-démocratie, dans ce monde moderne qui naissait avec le capitalisme moderne, et puis la fin des guerres coloniales et tout, j'ai été effondré. Je pensais que la social-démocratie pouvait inventer, poser des limites au capitalisme. Parce que le capitalisme produit et la richesse et la pauvreté. Je ne suis pas pour l'ascenseur. Chacun va devenir auto-entrepreneur. Les mecs en vélo comme auto-entrepreneurs, c'est minable, c'est lamentable. Donc j'ai vu une faillite en fait de la force qu'on a appelée la social-démocratie, quoi. Je ne sais pas si elle peut se reconstituer dans la gauche actuelle. Bah, passons là-dessus. Donc vous savez tout. Alors, outre quand l'Occident s'empare du monde, j'ai envie de vous conseiller de lire ou relire Au fondement des sociétés humaines, qui existe en poche, qui est un très, très, très beau livre, avec une introduction qui contient beaucoup de ferments en fait, de cette thèse, et qui va même un petit peu plus loin que ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maurice, d'avoir accepté notre invitation. Le livre est à disposition à la caisse. Je pense que... je vous laisse les poser comme ça, parce que alors après, on ne sera pas couché. Hein. Gardez vos questions quand vous approcherez de Maurice. Je vous demanderai juste d'avoir la gentillesse, pour ceux qui le peuvent, de replier vos chaises sur le côté pour qu'on puisse circuler plus tranquillement. Ouais. Et puis voilà. Bonne soirée. C'est le grand nom du XVIIe siècle. La faillite de la social-démocratie, c'est vraiment quelque chose qui lui parle particulièrement. Si on est dans une situation difficile. Oui, hélas. Très difficile. On a mis Algérienne. Moi, je le prendrai plus tard. Je rediscuterai avec vous avec plaisir si vous me laissez d'accord. C'est bien, c'est bien.